Si je vous parle d'Amaterasu, vous pensez peut-être à ce genjutsu du clan Uchiha, ce feu noir qui brûle pendant 7 jours et 7 nuits, ou même ça peut vous évoquer ce générateur d'énergie dans Fire Force qui produit de l'énergie grâce à l'Adola Burst. Eh bien sachez que ces deux éléments sont tout droit inspirés de la mythologie japonaise, plus précisément de la déesse du soleil Amaterasu. Selon la légende, cette déesse aurait donc apporté la lumière sur la Terre. Et toujours selon la légende, elle se serait disputée avec son frère Susanoo et se serait enfermée dans une grotte, ce qui apporta l'obscurité sur la Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autres mythes et légendes de la mythologie japonaise ou de la légende urbaine japonaise qui ont inspiré les mangas et les animés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit point sur la religion au Japon, sur la mythologie japonaise et quelques éléments qui reviendront au cours de la vidéo pour que vous sachiez exactement ce que c'est et que vous ne soyez pas perdus. Au Japon, il y a deux religions dominantes, le bouddhisme et le shintoïsme. Le shintoïsme étant la première religion recensée au Japon et celle la plus pratiquée par ceux d'origine japonaise au Japon. Cette religion, c'est une religion animiste, c'est-à-dire que pour les croyants, tout a une âme. Que ce soit une pierre ou même une poupée, il faut vénérer tout et protéger tout parce que tout a une âme et aussi la nature a une place extrêmement importante dans cette religion. C'est un très bref résumé. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Dans la religion shintoïste et donc dans la mythologie japonaise, vous avez deux sortes de créatures mystiques paranormales qui sont très importantes à comprendre pour cette vidéo. Les kami et les yokai. Les kami, vous en avez forcément déjà entendu parler avec les animés. Ça veut dire dieu, et ces dieux sont littéralement partout. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près 8 millions. C'est assez énorme. C'est des dieux qui peuvent être bons ou mauvais, bien évidemment. Ils peuvent être des défunts, ils peuvent être des animaux, ils peuvent être des anciens empereurs, ça peut être de la nature aussi. Bref, c'est tout et n'importe quoi, vous l'aurez compris. Et dans la littérature et les médias modernes, on en retrouve beaucoup, mais c'est surtout les plus connus, comme Susanoo no Makoto, comme Amaterasu, que je vous parlais en intro, comme certains dieux de l'agriculture, Ashinon, Inari et Okami, qui présentent dans Okami Tokoshinryu notamment. Bref, ce sont des figures importantes et qui sont également importantes dans les récits aujourd'hui. De même pour d'autres créatures paranormales mystiques, les yokai, qui signifient littéralement groupe d'entités paranormales. Ce sont des créatures mystérieuses qui sont présentes dans le monde réel, à contrario des kami, et qui peuvent être senties ou même vues par des êtres humains. Comme pour les kami, ils peuvent être bons ou mauvais, et ils sont présents dans les récits japonais depuis des siècles. Ils existaient notamment à certaines époques pour expliquer des phénomènes naturels dont ils n'avaient pas l'explication. Et ils peuvent prendre du coup plusieurs formes, ces yokai, c'est pas forcément que des fantômes, ça peut être des humains, des animaux, ça peut être des mononoke, donc des esprits vengeurs, mais aussi des ghouls, des démons, donc les oni, les fameux démons japonais. Bref, ils prennent plein de formes différentes et vous le verrez au cours de cette vidéo. Voilà les 3 petits éléments dont je voulais absolument vous parler pour que vous puissiez comprendre la suite de la vidéo. La mythologie japonaise, à contrario de la mythologie grecque ou romaine, on en entend beaucoup plus parler dans les médias modernes et on en utilise beaucoup plus dans les médias modernes, donc livres, audiovisuels, etc. Notamment avec les animés, les mangas, les films d'animation où du coup les auteurs mettent de plus en plus en avant et s'inspirent de plus en plus de ça pour créer leurs récits et les faire connaître à travers le monde entier. Et évidemment, nous avons l'emblématique Studio Ghibli qui ne passe pas à côté de l'utilisation de cette mythologie pour la réalisation de leurs films. Des films comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro ont un fort emprunt du shintoïsme, de l'animisme et des yokai dans leur création. Et notamment, on va parler de Princesse Mononoke. Comme je l'ai dit précédemment, Mononoke peut signifier esprit, donc le film littéralement signifie princesse des esprits. Pour rappel, San est la gardienne de la forêt, donc la princesse des esprits, la gardienne des esprits. Elle protège notamment les Kodama, des petits esprits de la forêt, ces petites créatures blanches qui montrent que la forêt est en vie et que dès que la forêt commence à être détruite, eux-mêmes sont détruits. C'est vraiment empreint d'animisme, parce qu'on voit que du coup la forêt vit, qu'il y a des esprits dans cette forêt et que c'est un être vivant et qu'il faut la protéger. La forme un peu farceuse, un peu petite, qu'un visage à 3 yeux blanches, c'est une forme qui a été créée et imaginée par Miyazaki et le studio Ghibli, mais les Kodama existent depuis très longtemps dans les récits japonais. Ils apparaissent pour la première fois à l'ère Heian, donc une ère qui se passe de 794 à 1185, et donc Kodama ça signifie littéralement esprit de l'arbre. Et dans la légende, ce sont des esprits qui apparaissent sous différentes formes, mais surtout sous forme d'arbres ou au pied des arbres centenaires. Et également, selon cette légende, les échos que l'on entend dans les vallées et dans les montagnes seraient provoqués par les Kodama, ces petits yokai.
Le voyage de Shihiro, en japonais Sento Shihiro no Kamikakuchi, le Kamikakuchi de Sen et Shihiro. Sen étant le prénom que Yubaba a donné à Shihiro. Kamikakuchi, ça signifie littéralement caché par les kami, donc caché par les dieux. C'est une expression japonaise pour tout simplement désigner une disparition mystérieuse ou une mort mystérieuse d'une personne à la suite que cette dernière aurait tout simplement mis en colère un dieu. Dans le voyage de Shihiro, Miyazaki revisite ce mythe, puisque tout simplement, les parents de Shihiro se gavent et mettent en colère Yubaba, ce qui emmène Shihiro et ses parents dans le monde des esprits. C'est pas que de ça que je voulais vous parler sur le voyage de Shihiro, je voulais vous parler donc de cette vieille sorcière maléfique Yubaba, qui tient les bains où travaille donc Shihiro. Son nom, mais également son apparence, sont inspirés du yokai de Yamauba. Yubaba a une silhouette inhumaine, elle est toute ridée, elle est vieille, elle a des cheveux gris, un chignon imposant, un maquillage clairement plus que douteux et une grosse verrue sur le nez, bref, elle est pas très jolie. Wow. Et c'est pareil pour les Yaba-Uma, parce que ce sont des vieilles femmes considérées comme monstrueuses, avec des longs cheveux gris, toutes ridées, mais également des vêtements sales. Bon, Yubaba n'a pas de vêtements sales, mais toute la description, on voit bien que c'est Yubaba. Autre élément significatif et similaire, c'est que les Yaba-Uma accueillent les voyageurs égarés, leur offrent un abri et de la nourriture, un peu comme dans les bains de Yubaba. Un dernier élément similaire à ces deux femmes, c'est l'enfant que Yubaba élève, Bo, ce bébé monstrueux, qui pourrait s'apparenter à Kintaro, le fils de Yamauba, qui ont tous les deux des similitudes, notamment le barvoir, la taille, mais aussi la force inhumaine. Je pourrais encore vous parler des studios Ghibli pendant des heures, tellement il y a d'œuvres de Miyazaki et des studios Ghibli qui s'inspirent énormément de la mythologie et des légendes urbaines au Japon. Par exemple, dans Mon voisin Totoro, vous avez le chat Bus, qui est inspiré des Bakeneko, des chats qui pourraient se transformer en tout ce qu'ils souhaitent, ou tout simplement le conte de la princesse Kaguya, qui est littéralement l'adaptation du conte Kaguya Hime, ce conte littéraire japonais du 5e siècle. Mais j'aimerais bien également évoquer d'autres animés, mais également des kami, puisqu'on a parlé que de yokai pour l'instant. On va passer à Naruto. Dans Naruto, vous avez les bijoux, ces créatures à queue. Et dans le village de Konoha, vous avez Kurama qui est scellé dans Naruto. Il est également connu sous le nom de Kyubi, qui signifie littéralement 9 queues. Kurama, c'est un bijou sadique, malveillant et rusé, et dans Naruto, il possède une incroyable force. C'est le plus fort des 9, et il permet également à Naruto de pouvoir se transformer et d'utiliser sa puissance. Il est directement inspiré des kitsune, donc les renards japonais, qui sont des yokai. Dans la légende, il existe deux types de kitsune. Le Zenko, qui est plutôt un renard gentil, bienveillant et pacifique. Mais vous avez aussi le Yako, nommé aussi Nogitsune, un renard plutôt farceur, malicieux, qui aime bien le chaos. On pourrait l'apparenter à Kurama qui est puissant, malicieux et qui aime bien le chaos. Ces kitsune, ils ont des capacités, notamment la métamorphose, notamment en jeune fille sexy. Je pense que le sexy no jutsu peut-être tient ses origines de là. Faudrait confirmation de Kishimoto. Ils peuvent créer également des illusions, mais aussi posséder des humains. Voilà pourquoi il est scellé dans Naruto, en tout cas ça peut peut-être venir d'ici. Dans la légende, il est dit que les kitsune, plus ils vieillissent, plus ils prennent en sagesse, mais aussi en puissance, mais également ils ont des queues supplémentaires jusqu'au maximum 9. C'est pour ça que du coup c'est le plus fort des 9. Kyubi. Dans Naruto, vous avez aussi les Uchiha, ce clan emblématique de Konoha, qui possède des jutsu et des genjutsu au nom de certains kami. Je vous ai déjà parlé de Amaterasu, la déesse du soleil, mais je vous ai pas parlé en détail de son père, Izanagi. Izanagi, c'est un genjutsu dans Naruto. Il peut uniquement être utilisé par la personne et sur la personne qui a obtenu ce jutsu. Il permet de soigner n'importe quelle blessure, voire même la mort. Oui, rien que ça, bon. Après, vous avez plus le Sharingan ou plus Dieu, mais c'est déjà pas mal. Vous êtes vivant. Vous l'aurez compris, donc c'est tout droit inspiré du dieu créateur Izanagi. Il est pas tout seul, il a créé le monde avec Izanami, sa compagne. Et selon la légende, Izanami est décédée quand elle a donné naissance à Kagutsushi, le kami du feu. Elle est partie au royaume des morts. Izanagi, furieux, la poursuit au royaume des morts pour pouvoir la retrouver. Quand Izanagi la retrouve, elle lui dit qu'elle ne peut pas revenir sur Terre tant que les kami ne l'autorisent pas. Et elle lui dit aussi qu'il ne faut pas qu'elle la regarde. Mais Izanagi est trop curieux. Il regarde quand même sa femme. Et il est horrifié par la vision qu'il voit, parce que sa femme est clairement en décomposition. Excusez-moi du terme, mais c'est clairement ça. Izanagi fuit du royaume de mort et le scelle avec une pierre. Mais Izanami est très furieuse. Et elle compte tuer 1000 des créations de Izanagi tous les jours. Sauf que lui, il va en créer 1500. Et voici comment le cycle de la vie et de la mort fut créé. Bref, vous aurez compris pourquoi elle permet de soigner n'importe quelle blessure, ou même de permettre de ne pas mourir. Izanagi aura donc 3 enfants, après que Izanami soit versé dans le royaume des morts, donc Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo.
c'était la dernière chose que je voulais évoquer de Naruto. Il y en a encore plein d'autres, de toute façon, je vous ai pas parlé de Susanoo par exemple. Mais j'aimerais bien passer à des yokai un peu plus récents, dans un contexte bien différent. On va parler d'école, je pense que vous aurez compris, on va parler de Toilette Bonne Hanako-kun. Toilette Bonne Hanako-kun, ça se passe donc dans le lycée Kanome, où nous suivons donc Néné, une élève qui aimerait bien que son crush la regarde et qu'il tombe amoureux d'elle, tout simplement. Et elle a entendu parler d'une légende, la légende de Hanako-kun, qui se trouve dans les toilettes du 3e étage, et qui pourrait tout simplement exaucer son vœu. Cette légende fait partie des 7 mystères ou merveilles du lycée Kanome. Elle a été inspirée par une légende urbaine que vous connaissez certainement, Hanako-san des toilettes. D'après la légende, si quelqu'un frappe 3 fois à la 3e porte des toilettes des filles du 3e étage d'une école, et prononce le nom Hanako-san, alors Hanako répondra « Je suis là ». Si cette personne décide d'entrer dans les toilettes, Hanako sera derrière elle et l'emportera dans les toilettes, et elle ne reverra plus jamais la lumière du jour. Globalement, si vous tentez l'expérience et que Hanako-san vous répond, évitez d'ouvrir la porte si vous voulez toujours être parmi nous. Voilà. Dans l'animé, Néné donc va faire cette expérience, elle rencontre donc Hanako-kun, qui est du coup un garçon et non une fille dans cet animé. Il n'exauce pas son vœu, parce qu'elle a fait une erreur, et elle deviendra sa servante. Et tous les deux iront à la recherche des 6 autres mystères de l'école, notamment le deuxième, qui est l'escalier de Misako. L'escalier de Misako, c'est un escalier qui est tout à fait banal, mais qui mènerait apparemment au monde des esprits. Il est gardé par Yako. Yako, ça vous fait peut-être penser au kitsune qu'on a parlé plus tôt. Parce qu'en fait, c'est un kitsune qui se transforme en fille de temps en temps et qui protège les escaliers de cette école pour que personne ne puisse entrer dans le monde des esprits. Ce serait un petit peu fâcheux d'y rentrer. Évidemment, je vais pas vous parler des 7 merveilles de Hanako-kun. Je pense qu'on pourrait en faire une vidéo dédiée. En fait, ça pourrait en faire une vidéo dédiée. Peut-être que si ça vous intéresse, j'en ferai une. J'aimerais bien passer à un autre animé plus récent qui a pour yokai et de manière générale les créatures mystiques et paranormales au centre de son intrigue. Je pense que vous voyez de quoi je parle de Dandadan. Dans Dandadan, comme je l'ai dit, les esprits sont vraiment partout et même les créatures paranormales sont partout parce que nous avons également les aliens. On va parler ici évidemment que des yokai parce que c'est le but de la vidéo. Et évidemment, le premier qu'on rencontre dans l'animé, premier épisode, c'est Mémé Turbo. Ce yokai qui se trouvait donc dans le tunnel de Shono City avant qu'évidemment Okalun et Momo le scellent dans Kalun et dans le Maneki Neko. C'est une femme très âgée, ridée, avec des yeux jaunes, une peau marronnée, comme si elle était en train de pourrir, désolé du terme, mais c'est ça. Et c'est une vieille dame, comme son nom l'indique, qui va très très vite, faut pas fuir, sinon elle prendra ça pour un duel de course, et tout simplement elle vous battra, et vous maudira jusqu'à la fin de vos jours. Ça je pense que vous connaissez déjà, c'est ce qu'on a vu dans l'animé. Et bien figurez-vous que Mémé Turbo est originaire d'une légende urbaine assez récente comparée aux autres, la légende de Turbo Grandma qui trouve ses origines dans la préfecture de Hyogo au Japon, plus précisément sur l'autoroute du mont Ryoko. C'est Asari Itsuki, un auteur, qui présente cette légende dans un de ses écrits. Il dit qu'il a vu un phénomène mystérieux d'une vieille dame qui apparaîtrait sur les autoroutes du mont Ryoko, courant à 4 pattes à côté des voitures. Déjà, rien que ça, c'est bizarre. Et en plus, elle porte sur son dos un petit morceau de papier où c'est marqué Turbo, d'où vient du coup le mot de Turbo Grandma. Et ensuite, bien évidemment, un autre yokai hyper important dans l'histoire, et notamment dans un des pouvoirs des personnages, c'est Acrobatic Silky, ce yokai de mère qui poursuivit Ayla depuis sa naissance. Elle est extrêmement grande, à la peau grise, les cheveux longs, noirs, un visage assez étroit, des yeux sans orbite clairement, et aussi un très long sourire. Clairement, elle est flippante. En plus, sa tenue, c'est pas pour rêver. Elle a un chapeau et une robe rouge. Bon, ils disent rouge. Dans l'anime, elle est un peu rouge-rose. Pour moi, c'est pas que du rouge. Ça, c'est du rouge. La robe est rouge-rose. Voilà, bref. On va pas rentrer dans les détails. Comme vous savez, cette acrobatique Silky, c'est l'âme d'une mère qui a tragiquement perdu sa fille et qui, avant de se suicider, a dansé. C'est pour ça qu'Acrobatic Silky fait beaucoup de danse. Et elle est inspirée de Acrobatic Sala Sala ou Akusala, qui est une personne qu'on pourrait croiser dans les terrains vagues, dans les trains, dans la rue, tout simplement. Et si vous la croisez, elle commencera à faire des numéros d'acrobatie, elle ira sur les arbres, elle fera des saltos. Si vous avez le malheur de voir son spectacle, vous serez maudit et vous pourrez même trouver la mort. Oui, c'est assez glauque. Si vous la croisez, je vous conseille de fuir, tout simplement. Et peut-être vous allez me dire, mais il vient d'où l'aspect du fait qu'elle cherche sa fille partout dans la rue et qu'elle trouve en Ayla une fille? Ça vient d'une légende qui n'est pas du tout japonaise, mais du folklore mexicain de la
de la Llorona. J'ai fait de l'espagnol, je devrais savoir prononcer ce truc quand même. Qui est une femme qui aurait assassiné ses enfants et qui regrette son geste. Heureusement que tu regrettes ton geste quand même. Et qui depuis erre pour l'espoir de retrouver ses enfants. Et autre chose que j'ai oublié de dire à propos de Acrobatic Sala Sala dans la vidéo alors que je l'ai écrit dans mon script, c'est que, selon la légende, elle mesure plus de 2 mètres de haut, elle a des cheveux longs, elle a un manteau rouge et un chapeau rouge. Elle n'a également pas d'yeux et sa bouche est coupée jusqu'aux oreilles. Donc clairement, c'est des sosies. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, les mangas, les animés, les films d'animation japonais s'inspirent énormément des légendes urbaines, du folklore japonais et de la mythologie japonaise pour créer leurs œuvres, que ce soit les personnages, l'intrigue, les pouvoirs, enfin plein d'éléments de leurs œuvres. C'est une source d'inspiration, mais aussi une manière de transmettre cette histoire, ce folklore aux jeunes japonais, mais aussi de le faire découvrir au monde entier. Donc voilà, c'est de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai énormément apprécié écrire cette vidéo, j'ai énormément apprécié apprendre sur le folklore japonais et encore, je vous ai mis que certaines choses que j'ai appris parce qu'il y a tellement de choses que je pouvais pas tout mettre en fait dans une seule et même vidéo, je pourrais dédier une vidéo à chaque animé en fait, une vidéo à Naruto, une vidéo au film de Ghibli, même au film des studios Ghibli il y a plein d'autres choses à parler, je pourrais même dédier une vidéo du coup aux 7 merveilles de Hanako-kun et même aux yokai de Dandadan, même si le cas de Dandadan et toutes les légendes, je pense que les aliens, etc., doivent peut-être avoir des légendes autour. Il va en avoir encore plus parce que le manga n'est pas fini. Et il y a tellement d'autres animés que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. C'est tellement dingue, tellement il y en a qui parlent de cette mythologie du folklore japonais. C'est assez logique, hein, ça inspire énormément d'œuvres. J'espère vraiment ne pas avoir dit de bêtises sur les différentes légendes et mythes. Si jamais j'en ai dit, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, vous aurez également toutes mes sources en commentaire. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo d'Halloween vous aura plu. Oui, je sais, Halloween, c'est plus maintenant, mais en fait, je voyais mal poster ça après Halloween, donc j'ai posté ça avant Halloween, comme je poste tous les dimanches. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!